Merci. La biosécurité a un rôle clé dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Plusieurs études mettent en évidence un niveau actuellement trop faible, tandis que de nouveaux outils de biosécurité en temps réel sont en cours de développement. Professeur Sagerman, c'est ce dont vous allez maintenant nous entretenir. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous entretenir pendant 15 minutes du lien en fait entre la biosécurité et l'antibiorésistance, mais l'anti-résistance aux antimicrobiens, c'est parfois un peu plus large que simplement les antibiotiques. Donc, la table des matières que je vais suivre est la suivante. Je vais poser le problème de l'antibiorésistance, je vais poser le problème de la définition de la biosécurité, le lien entre les deux, et puis je vais venir avec des développements de nouveaux outils qui sont presque finalisés. Donc pour l'antibiorésistance, ou les résistances aux antimicrobiens, mais évidemment il y a les bactéries, il y a les virus, il y a les parasites et les champignons. C'est très important, et par exemple dans les pays en développement, il y a une augmentation en puissance des résistances aux antifongiques par exemple, et aux acaricides qui posent des problèmes dramatiques. Le coût économique des pertes en vie humaine dues à ces phénomènes ont déjà été exposés avant, mais juste un rappel, à l'horizon 2050, on prévoit de l'ordre de grandeur de 10 millions de morts si on ne fait rien. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il y a un problème d'équité parce que c'est surtout les pays en faible développement qui sont affectés. Donc on doit prendre ça aussi en compte dans notre rôle sociétal. En ce qui concerne maintenant les drivers, donc les facteurs d'influence et quelques exemples, bien évidemment c'est l'usage abusif ou le mauvais usage qui intervient. Ça touche par exemple les bactéries via l'eau, il y aura un exposé par la suite sur l'eau, mais également les sols, l'air, également l'alimentation. Donc il y a différentes voies, et vous avez ici quelques exemples de publications qui résument en fait, qui prennent des exemples dans les 4 possibilités que je vous ai exposées maintenant. Ici on voit une figure dans laquelle on voit en fait l'importance des mortalités en fonction de la totalité, mais aussi avec l'incidence des résistances en plus foncé. Donc on voit que ça touche différentes entités pathologiques, et donc il est important d'avoir ça en tête, quel que soit notre niveau d'activité, notre type d'activité. Maintenant passons à la biosécurité. On voyait ici quelques exemples d'usage de la biosécurité. Vous avez le food safety, donc l'alimentation, les zoonoses, la santé animale, la santé des plantes, tout ce qui est sécurité des laboratoires, sécurité de l'alimentation, mais également les espèces invasives, etc. Alors, si on regarde ici l'augmentation des publications qui ont trait à la biosécurité en lien avec la santé animale, vous voyez que au départ de 1998 jusqu'à 2023, vous avez une augmentation très importante du nombre de publications en lien avec la biosécurité. Alors, la biosécurité, il y a beaucoup de définitions. Donc, on a décidé dans le cadre d'une action COS de prendre l'avis en fait, du monde entier dans les 5 continents. Et vous voyez que 316 participants ont été sollicités et ont donné leur avis sur toute une série de définitions. Vous avez de A à H les définitions, et vous voyez celles où il y a les petits applaudissements. Ben, il y en a 2 qui sont des définitions d'organisations internationales, la FAO et AHL, c'est l'Animal Health Law, donc c'est la Commission européenne. Et d'autre part, celle qui est encore plus plébiscitée, c'est la règle des 5B qu'on va exposer après, mais qui est plus dédiée en fait à une activité One Health, parce qu'elle va prendre en compte non seulement l'environnement, mais aussi la protection des humains. Donc voici le concept. On imagine le rectangle, on imagine que ce soit une ferme, mais ça pourrait être une chambre d'hôpital, ça pourrait être un laboratoire. Et la règle des 5B, elle va cibler 5 voies. C'est la bioexclusion, le bioconfinement, la biocompartimentation, la bioprévention et la biopréservation. Alors en fait, la première, elle va faire en sorte qu'on n'introduise pas l'agent pathogène dans la ferme, dans la chambre d'hôpital par exemple.
La deuxième, elle va limiter autant que faire se peut, par exemple par une compartimentation, la diffusion au sein de l'entité en question, imaginez que ce soit une ferme. La troisième, ben, elle va limiter, en fait, on va faire en sorte de faire tout ce qui est possible pour éviter que ça sorte soit de la ferme, soit de la chambre d'hôpital. Et la quatrième, ben, c'est se protéger nous-mêmes, on est soit vétérinaire, soit médecin, donc c'est sûr que le risque zéro n'existe pas et que notre activité professionnelle fait en sorte qu'on rencontre des germes. Donc on doit apprendre à se protéger et par exemple ce sont tout le port des équipements individuels par exemple. Et puis il y a la biopréservation qui est aussi très importante, c'est le fait qu'en fonction de l'agent pathogène auquel on va avoir affaire, certains agents pathogènes ont une survie dans l'environnement plus élevée que d'autres. Donc on va devoir en tenir compte, parce que si on a un agent pathogène qui a une survie élevée dans l'environnement, eh bien, il faudra soit traiter l'environnement pour éviter que ce pathogène soit présent, soit en tenir compte dans sa gestion. Alors cette règle de 5B, on l'applique en médecine vétérinaire, par exemple, dans notre faculté. Et vous voyez qu'on a un site ici, facultaire de biosécurité, qui est bilingue, français-anglais, qui est vu des milliers de fois par an, dans le monde entier. Et donc, en fait, on a des règles d'introduction, des règles générales, et puis vous voyez les autopsies, l'anatomie, le secteur équin, le secteur des ruminants, etc., etc. Vous pouvez imaginer sur toute une série d'activités, on pourrait faire la transposition très aisée avec un hôpital, c'est tout à fait faisable. Alors, évidemment, le gros problème, et on a fait une revue spéciale là-dessus, le gros problème, c'est la compliance. On en a déjà parlé un petit peu au matin. C'est de s'assurer que ce qui est prescrit, et souvent on s'arrête au prescrit, juste la diapositive précédente, vous aviez des sauts, donc on a des procédures standards à respecter, mais ça ne suffit pas, il faut vérifier la compliance. Et donc cette compliance doit être vérifiée par des gens tout à fait neutres, mais qui regardent ce qui se passe sans prendre de jugement, mais simplement évaluer pour avoir une idée de la compliance des procédures de biosécurité. On a mis en place ça, par exemple, sur 200 000 observations dans le cadre du Covid. C'est très intéressant et très instructif de le faire, avec 30 jobistes pendant 2 ans. Et donc, maintenant, on en vient, est-ce qu'il y a un lien entre, d'une part, la résistance aux antimicrobiens, et d'autre part, la biosécurité, ou de manière générale, les bonnes pratiques, parce que c'est très lié. C'est aussi une affaire de comportement, et de changement de comportement. Donc ça, c'est très important, et j'ai pris 2 exemples. J'ai pris un exemple pour les antibiotiques, et j'ai pris un exemple pour les acaricides, pour vraiment insister sur le fait que ça n'est pas que les antibiotiques, il y a bien d'autres défis qui nous attendent, et ils sont extrêmement majeurs dans les pays en développement. Et donc ici, des collègues de Gand ont fait un scoping review, donc une petite revue sur le sujet, et ils ont détecté dans leur revue 27 études, dans laquelle on avait 14 études pour lesquelles on pouvait avoir un lien évident entre le fait d'avoir une antibiorésistance et d'autre part, c'était inversement proportionnel au niveau de biosécurité des fermes. Dans 5 revues, dans 5 articles, ils ont regardé et ils ont pu voir aussi l'effet des bonnes pratiques, inversement proportionnel évidemment. Dans 2 articles, le défaut de coaching, du fait d'avoir un coaching des activités et le manque de sensibilisation. Et dans une fois sur les 27, ils sont allés un peu plus loin, et là ils ont fait des études coût-efficacité. Et donc là, on a la preuve qu'on peut avoir un coût-efficacité très intéressant si on applique la biosécurité par rapport aux pertes liées à l'antibiorésistance. Donc c'est encourageant, mais ça doit être, on va dire, un peu plus, ça doit être évalué avec un peu plus de rigueur scientifique et avoir des articles qui permettent vraiment de faire la part des choses. Ce qui serait bien de rapporter ça, soit aux éleveurs, et dans le monde médical, soit aux médecins, pour les enclencher dans la démarche. Ça me paraît très important. Alors là, vous avez un article de Lancet. Je l'ai particulièrement ciblé parce qu'il m'intéresse dans le sens où c'est vraiment du One Health, et il met bien en exergue, avec une revue systématique, le cadre de l'importance de la biosécurité, du fait du traitement de l'eau et des mesures d'hygiène, et dans un cadre One Health, c'est-à-dire à la fois dans les fermes
à la fois dans le monde médical, mais également dans l'environnement. Donc ça me paraît intéressant pour motiver tout le monde d'aller dans le même sens. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre exemple que nous avons fait. Donc là, c'est des données très dures, puisque c'est un suivi de 125 fermes en Amérique latine. Et donc là, on s'est intéressé en fait non seulement aux infestations tiques, mais aussi aux résistances aux acaricides et aux résistances multiples aux acaricides, et notamment un problème majeur du tic, c'est Epicephalus micropus. C'est un problème mondial qui est complètement majeur, puisqu'il y a des multirésistances. Donc dans ce cas-là, vous voyez une courbe ROC, dans laquelle vous avez tous les points, c'est des données réelles, puis on a fité évidemment une distribution avec un intervalle de confiance qui doit être en gris. Je suis désolé, je suis un peu daltonien, donc je ne vois pas les couleurs. Et donc là, on voit clairement en fait une relation inversement proportionnelle entre les bonnes pratiques d'usage de ces acaricides avec le fait d'avoir moins de problèmes, plus de problèmes de résistance, des bonnes pratiques par rapport à la résistance. Et donc ça c'est vraiment majeur, donc c'est pas encore publié mais ça va l'être. Et donc ça c'est des études qui permettent d'identifier clairement les problèmes et de venir avec des evidence-based. On a parlé plusieurs fois d'evidence-based, on a d'ailleurs fait un livre qui a été primé par l'Académie de France sur la médecine factuelle. Eh bien, c'est des éléments avec des éléments factuels qui permettent de dire aux gens, effectivement, c'est la réalité, donc il faut essayer de faire quelque chose. Alors, le quatrième développement, qui pour le moment on est en train de réfléchir, on a déjà développé, c'est presque fini pour la biosécurité, mais on va le faire également pour les bonnes pratiques, parce que c'est complètement transposable. Et donc, ces outils sont complètement innovants, parce qu'ils n'existent pas, ici ils sont en real time, on va vous le montrer après. Et en plus, ils intègrent deux éléments, un élément dont on a parlé ce matin, c'est la faisabilité, et ici on a ajouté également l'acceptabilité, et je vais vous expliquer la différence juste après. Et donc pour ce faire, on utilise des outils de management. Quand on veut sélectionner une bonne stratégie, on peut utiliser ce qu'on appelle un modèle SAF, Suitability, donc c'est en fonction de l'efficacité. Donc on va essayer de voir l'efficacité de chaque mesure qui ne sera pas attribuée ni par l'éleveur, ni par le vétérinaire, ni par le médecin, mais qui sera faite par un collège d'experts, si possible international, et un expert, ça se qualifie, c'est pas ses amis, c'est vraiment l'expert dans le domaine. Et donc ça nous permet de donner une efficacité de chaque mesure par rapport à un problème donné. Le deuxième facteur, c'est l'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est le fait que vous pouvez trouver que la mesure que vous pouvez prendre a une raison, elle est valable, vous la trouvez séduisante, mais pas nécessairement applicable dans votre hôpital ou dans votre ferme. Donc ça, c'est l'acceptabilité. C'est intéressant, vous allez voir, dans l'outil, ça revient en deuxième intention. Et puis le plus important, évidemment, c'est la faisabilité. On a parlé souvent de faisabilité ce matin, mais souvent d'une seule mesure. Ici, on va vous proposer un outil qui tient compte d'un ensemble de mesures pour lequel le fermier va pouvoir choisir la mesure qui est la plus faisable pour lui, parce que ça, on est quasi sûr qu'il va la mettre en application, alors que s'il choisit une autre mesure, il ne va pas la mettre en application parce qu'elle ne lui convient pas. Mais l'idée, c'est que, in fine, on a une amélioration du système progressif et pas nécessairement du tout ou rien en une fois, qui est d'ailleurs impossible, c'est inaccessible au toit de Jacques. Et donc, pour ce faire, on a développé ce qu'on appelle un ensemble. Donc, c'est Vet Tools. Mais on peut faire Medical Tools après, mais c'est pas un problème. Donc, Vet Tools. Et donc, on avait déjà une expérience, puisqu'on a développé déjà ça pour les abeilles, puisque je m'intéresse très fort à la mortalité des abeilles. Et donc, on a déjà deux outils. Vous voyez Bee-Best Check, qui est lié aux bonnes pratiques apicoles, et vous avez Bee-Tox-Wax, qui est une évaluation quantitative en real time de la qualité de votre cire en termes du risque chimique de votre cire pour les apiculteurs. Et donc ces outils sont utilisés dans le monde entier à l'heure actuelle, et en particulier le Bee-Tox-Wax, qui est vraiment pour le moment un essor extrêmement important. Et ce sont des outils modernes, parce que c'est des outils digitaux. Ça veut dire que tout le monde qui est en code, s'il est d'accord, on peut choisir de le faire ou de ne pas le faire. À ce moment-là, c'est dans une espèce de cloud, si vous voulez, et on peut avoir une vue globale de l'ensemble du monde entier, ce qui est intéressant quand on importe. Donc on pourra appliquer ça pour le BSM Tools. Donc pour le moment, on est en train de développer BSM Tools, et après, on est déjà en train de réfléchir, évidemment, à développer les bonnes pratiques, un outil sur les bonnes pratiques. Évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est
mettre en œuvre des outils validés. Et pour les valider, il faut de la recherche scientifique. Il faut que vous ayez prouvé que c'était utile ou pas. Donc on a développé depuis un an ce premier concept BSM Tools. Donc il est en real time, on vient de le dire, mais aussi on a l'évaluation qu'on fait dans une ferme en temps réel. Le fermier peut voir son évaluation. En temps réel, dans son smartphone ou sur sa tablette, il peut voir également, s'il choisit de prendre telle et telle mesure, qu'est-ce qu'il pourrait qu'est-ce qu'il pourrait attendre comme résultat, et tenir compte de l'acceptabilité et de la faisabilité, et en temps réel, il voit tout. On va le voir après. Je vais faire un petit film. Et donc, en fait, l'approche, contrairement au système actuel, parce qu'on a aussi on a co-développé certains outils qui existent et qui sont commercialisés, mais la commercialisation d'un outil ne m'intéresse pas, à titre personnel. Donc, ici, on a changé complètement le concept. Et le concept, c'est d'aller dans l'espèce spécifique. Une fois qu'on a l'espèce spécifique, on va sur la maladie spécifique, mais ça peut être l'entité pathologique spécifique. Et puis on va sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs. On va essayer de maximaliser les facteurs protecteurs, minimiser les facteurs de risque par des mesures de biosécurité adaptées, appropriées, avec la règle des 5B, tenant compte de l'efficacité, de l'acceptabilité et de la faisabilité, et après avoir validé. Alors on valide avec nos étudiants, puisqu'on les intègre directement dans la démarche, avec des paracliniques de biosécurité, dans lequel on fait d'abord ça en Excel, avec des algorithmes avancés, et ça je vais bien faire. Une fois que c'est fait, en fait, on met le fichier Excel dans des tablettes, évidemment on leur coupe l'Internet pour éviter que ça manage chez des privés. Et donc, ils utilisent directement l'outil dans les fermes, directement eux-mêmes, on les met en conditions réelles avec le fermier, et ils vont utiliser l'outil. Et donc, un étudiant, ce qu'il adore, c'est voir la faille. Et moi, ça m'intéresse très fort pour que l'algorithme soit parfait. Et donc, on a utilisé ici, on a développé un premier outil qui est sur les maladies respiratoires, c'est la grippe D, mais qui affecte les bovins et les porcins. Et donc, globalement, c'est toutes les maladies respiratoires. Ça peut être utilisé pour ça. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez ici que l'auditeur, l'exploitant, si vous êtes déjà rentré dedans, vous n'avez pas besoin de tourner en rodé, il va vous reconnaître automatiquement, on est au monde du digital. Donc voilà, vous avez les données de l'exploitation, on peut n'avoir que le pays, pour ce qui nous concerne, parce qu'on doit respecter l'anonymat. L'infrastructure, donc on a des questions sur l'infrastructure, et vous voyez que vous avez la mesure mise en œuvre, la première colonne ici. Et donc, s'il met oui, ben, il n'y a pas d'autre question. Mais si par exemple il a mis non, il doit donner son avis sur l'acceptabilité et la faisabilité, sur une échelle de 0 à 4. Et donc, on va sélectionner par la suite uniquement les échelles de faisabilité qui sont moyennes et élevées. Et on va mettre les propositions de mesures à prendre en compte par la suite en ordre de décroissance d'importance. Vous voyez qu'il y a des mesures sur l'infrastructure, le personnel. Vous allez avoir après les procédures. Tout ce qui est procédure, respect des procédures, la ventilation, qui est très importante, comme on l'a signalé parce qu'il y a une voie aérienne possible, et les véhicules. Là, vous voyez en temps réel son score. Vous avez ça marche. Oui, vous avez ici le score global. Ici, le score global, mais en fonction des différents axes. Vous avez l'introduction, prise d'introduction, prise de dispersion, le spread, et vous avez la règle des 5B, et tout se fait en temps réel. Il clique quelque part sur une des mesures qu'il veut, et en temps réel, vous voyez avec un code de couleur l'augmentation. Ça, c'est les 10 mesures les plus importantes pour lesquelles c'est faisable. S'il décide qu'il y a un 5B qui n'est pas bon, il peut passer à des mesures qui soient applicables, qu'il souhaite éventuellement appliquer, et qui ne sont pas nécessairement faisables directement pour voir l'effet que ça donne. Donc c'est un peu le learning. Et donc il peut, voilà, il va cliquer, en temps réel, vous avez l'effet sur les différents compartiments, avec des 5B, etc. Donc c'est assez génial. Et en plus, après, donc ça va être fini, on peut avoir un rapport en temps réel dans sa poche. Donc en temps réel, vous avez le rapport PDF. Et après, vous allez voir qu'on tient compte de l'avis du fermier, parce qu'il va devoir faire lui-même son plan d'action. Donc il y a une approche inclusive. Parce que dire ce qu'il doit faire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, et décider lui-même, c'est mieux. Donc il va donner son avis.
et l'auditeur va donner l'avis sur le plan d'action qui est proposé par le fermier. Après, il va aussi donner son avis sur l'utilisation de l'outil pour, éventuellement, il y a une nouvelle mesure que moi je n'ai pas tenu compte, je peux en tenir compte dans une version ultérieure et je peux améliorer en permanence mon système. Voilà, le système. Et donc, après, ce sera avec des plusieurs. Et donc, il doit suivre cette offre-là, et après, il peut exporter le PDF en temps réel, et là, il peut le sauver pour lui-même. Et s'il revient dans son système après, s'il veut réévaluer, il n'a plus besoin de tout réencoder, c'est automatiquement, il est reconnu automatiquement. Voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment la médecine préventive dans un monde qui a changé. On doit s'adapter. Et donc, il y a vraiment des outils vraiment ultra puissants. Mais il faut, pour qu'un outil soit utilisé et puissant, il faut vraiment le concevoir, le co-construire avec les éleveurs, avec les gens qui vont l'utiliser. Sinon, la plupart du temps, on fait l'approche du dessus vers le bas, et c'est pas bon, c'est pas ma philosophie. Moi, je préfère du bas vers le haut et co-construire tout en sachant où on veut aller. Donc, pour terminer, je voudrais remercier mes collaboratrices. Et bon, il y a un peu d'ICT, moi je suis capable de faire tous les algorithmes. Il y a la dernière phase que je ne fais pas parce que je n'ai pas les moyens techniques. Et je voulais aussi remercier les financeurs, donc essentiellement au niveau européen, la santé publique, sécurité d'acheminement et environnement, parce que c'est un cofinancement par rapport au projet ICRAT régional. La RES, parce qu'on vient de décrocher un gros projet de 5 ans, 1 million d'euros en Amérique latine sur la biosécurité, donc on va pouvoir bien avancer, et l'Université de Liège qui m'a engagé. Merci beaucoup.